bonsoir. L'interview revient ce soir avec un nouvel invité, le professeur Jamil Rissani, qui parlera d'histoire. Et tout au long de cette émission, il nous invitera à voyager à travers le temps et l'espace. Il nous transportera en Algérie et plus précisément en Kabylie orientale, c'est-à-dire en petite Kabylie, au temps de la préhistoire, de l'Antiquité, du Moyen Âge et du temps au temps présent. Durant cette émission, nous parlerons de deux sujets. D'abord, de la tribu des Ethwarlis, établie dans la vallée de la Soumam et dont les territoires s'étalent sur 6 communes, Théban, Sokoufella, Akfadou, Lfley, Chmini et Tinbder. Puis nous évoquerons la Zawiya de Sidi Moussa, c'est-à-dire le mausolée de Sidi Moussa, qui est situé dans le village de Tinbder. Comme je l'ai dit, ça fait quelques minutes, Tinbder est situé donc, elle est une des communes, des 6 communes de la tribu des Aïthwarlis. Et puis, donc, avant de donner la parole à notre invité, je vais d'abord le présenter. Alors, professeur Jamil Rissani, bonsoir. Bonsoir Nadia. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Et donc, je vais d'abord vous présenter. Alors, j'ai essayé, vous avez un parcours très dense, très riche, hétéroclite. Et j'ai essayé de résumer et j'ai essayé de donner ce qui, de mon point de vue, était essentiel. Alors ça, c'est mon point de vue. Et celles et ceux qui souhaitent en fait en savoir plus, je les renvoie sur le site de GIMAB. Alors, professeur Aïssani, vous êtes professeur donc de mathématiques à l'université de Béjaïa et vous êtes directeur de l'unité de recherche LAMOS, qui signifie modélisation et optimisation des systèmes, et je pense qu'on est dans le champ des mathématiques. Vous êtes également président de la société savante GIMAB de Béjaïa, qui signifie Groupe d'études sur l'histoire des mathématiques à bougie médiévale. Et vous étiez déjà passé sur le plateau de Alternaculture pour présenter, justement, nous avons consacré toute une émission à GIMAB. Et donc, GIMAB est une association qui a été fondée en 1991 et c'est une association à but non lucratif. Et son objectif, et je cite une plaquette de votre site, de GIMAB, son objectif est de contribuer à l'exhumation des témoignages sur les activités scientifiques de Béjaïa et au Maghreb de l'époque médiévale au XIXe siècle. Et puis, vous êtes directeur de recherche au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique à Alger. Et en plus de toutes ces fonctions, vous êtes l'auteur de plus de 900, alors j'ai lu ça, de 900 travaux scientifiques publiés dans une douzaine de langues. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. Et vous avez été commissaire d'une vingtaine d'expositions spécialisées. Vous avez œuvré à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des sites, des monuments historique de Béjaïa et de sa région d'ailleurs, puisque tout à l'heure nous parlerons du musée des Ithwarlis, et vous avez également lancé le projet du centre de documentation sur l'histoire de Béjaïa. Et voilà, donc j'ai repris ce qui me semblait très très important. Je ne veux pas dire que le reste n'est pas important, mais en tous les cas, si des auditrices et des auditeurs veulent en savoir plus sur le parcours du professeur Jamil Rissani, n'hésitez pas à aller sur Google et taper GIMAB et vous aurez tout son parcours. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, professeur, quelque chose que vous aimeriez mettre en évidence, en lumière, de votre parcours?
Bon, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, On va revenir, oui, oui. Oui, je vous en prie. je suis originaire de cette région, donc des D'accord. Etourlis, n'est-ce pas? Et concernant donc l'intitulé que vous avez mis en place, c'est-à-dire là, vous voyez bien, c'est la Zawiya de Sidi Moussa, à ne pas confondre avec le mausolée de Sidi Moussa. C'est deux choses différentes. À D'accord. l'intérieur de la Zawiya, il y a effectivement le mausolée de Sidi Moussa. Voilà. Mais Et juste, je suis ici avec vous parce que depuis une vingtaine d'années, avec un ensemble de personnes, j'ai travaillé sur ce sujet. Voilà. oui, oui, oui. Alors, peut-être que ce qui m'intéresserait, alors il y a deux choses que je dirais. D'abord, cette émission, effectivement, vous dites que vous êtes de cette région, d'Aït-Ouarlis. Je vais parler de moi. Moi aussi, je suis de cette région et je suis plus précisément originaire du village de Tinebdar. Justement, mon père est originaire de Tinebdar et ça fait très très longtemps que mon père me demande d'écrire un article sur Sidi Moussa, etc. Et je ne l'ai jamais fait. Et il est mort cet été. C'est un petit peu un retour aux sources et c'est un hommage que je voudrais lui rendre. Merci. Alors, donc ça c'est tout ce qui est subjectif. Et alors, oui, alors est-ce que vous pouvez juste, on va faire un petit point sémantique. Quelle est la différence entre la zawiya et le mausolée? Parce que moi j'ai toujours cru que le mausolée était, enfin la zawiya en français c'était le mausolée. Est-ce que vous Non, pas pouvez du juste tout. nous faire un petit point? D'accord, très Alors, très bien. sans entrer dans les détails, Bien sûr. j'ai publié un article dans cette revue que je vous montre ici et qui s'appelle Libica. Cet article s'intitule 1000 ans de pensée soufie en Kabylie. 1000 ans de pensée soufie, vous entendez? Oui, oui, je vous écoute. Hein. Oui, 1000 oui, ans je vous de pensée écoute. soufie en Kabylie. Et donc, quand on aborde ce type de questions, il faut faire très attention de ne pas mélanger la religion, les toroq, c'est-à-dire les confréries, les zaouïas. Les zaouïas, donc c'est d'ailleurs quand on parle de zaouïa, il y a plusieurs types de zaouïa. Il y a la zaouïa école, il y a la zaouïa mosquée, il y a la zaouïa institut, qui sont des institutions dans lesquelles ont été réalisées des activités scientifiques. Et donc, ce qu'on appelle le mausolée, c'est là où est enterré un wali, c'est-à-dire un saint. Et donc, Sidi Moussa est considéré comme étant un saint qui a vécu au XIVe siècle et sa tombe se trouve à l'intérieur de la zawiya de Sidi Moussa à Tinebdar. Voilà. C'est ça. Merci pour ce point sémantique. Alors, on va commencer par la tribu des Aït-Ouarlis. Alors, parmi les travaux scientifiques réalisés par GIMAB, figurent ceux consacrés à la tribu des Aït-Ouarlis. Alors, d'emblée, je vais vous poser deux questions. Qui sont les Aït-Ouarlis et que signifie le nom de cette tribu? Donc là, on va rentrer dans l'histoire. Très bien. Alors, pour la première question, les Etourlis est une tribu de la région de Sidi Aïch. Elle est entourée d'un certain nombre de tribus qui sont la tribu des Zat Mansour à l'Akfadou, la tribu des Zat Ammar du côté d'Adkar, les Tifra, les Ifnayen du côté d'El-Maten, les Zat Himel et du côté de Timzrit et Djlil plus haut, les Imsisen du côté de Sedouk avec les Zat Aïdel, ensuite les Ouzlegen du côté d'Erzalam. Toutes ces tribus ont des rapports très particuliers depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, il faut savoir que
à l'époque préhistorique, nous avons des informations, pas directement du côté de Sidi Aïch, mais il y a à Geldaman, dans la commune de Bouhamza, un site préhistorique qui est daté de 7000 ans avant le présent, c'est-à-dire moins 7000 ans, et où des travaux ont montré comment, à l'époque, donc nos ancêtres ont vécu. Donc, les travaux archéologiques qui ont été faits là-bas montrent comment, à quelle période donc, nous avons été des chasseurs, quand est-ce qu'on a commencé à être des éleveurs, quand est-ce qu'on s'est intéressé à l'agriculture. Ensuite, il y a la période antique. La différence entre la période préhistorique et la période antique, c'est la découverte de l'écriture. Et nous avons découvert ces dernières années sur le territoire donc, des Etourlis un certain nombre de styles libyco-berbères. C'est le cas donc à Meloussa, près de Tinebdar, avec la fameuse stèle libyco-berbère qui a été découverte donc, en 1968. C'est le cas également en 2009 à Smaoun, du côté de Choumini, de la fameuse stèle qui est du même type qu'à Bizarre, avec des textes écrits en tifinagh. Et donc, le fait d'avoir découvert ces stèles nous donne des informations, ici aussi, sur la manière dont ont vécu nos ancêtres à cette période. Ensuite, il y a la période romaine. Et en ce qui concerne la période romaine, il y a à 20 km donc, du territoire des Etourlis, c'est-à-dire à Elcher, une très importante ville romaine qui s'appelle Tiklat. Et une partie donc, de cette ville se trouve sur le territoire des Ifnaïen, puisqu'il y a la fameuse citerne de l'Ariwa et les aqueducs qui va du côté donc, d'Ifnaïen et un autre qui va du côté des Djelil. Et nous avons des vestiges romains dans plusieurs endroits sur le territoire des Etourlis. C'est le cas d'Elfly ou bien de, comment dirais-je, de Tel Waqadi. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, on sait que pendant toute cette période, les Etourlis ont vécu sur ce territoire. Maintenant, en ce qui concerne le nom des Etourlis, c'est-à-dire pourquoi Ouarlis, franchement, je ne le sais pas. Il n'y a pas d'informations concernant l'origine de ce nom. Il y a bien sûr des personnes qui ont fait des comment dirais-je, qui ont fait des suppositions, mais il n'y a aucune source qui montre que ce soit du point de vue de l'oralité ou bien sûr des inscriptions, il n'y a aucune information concernant le nom Ouarlis. Alors, en principe, j'ai pour habitude de laisser les questions en deuxième partie, parce que là, il y a quelques questions et on va y répondre tout à l'heure. Et alors, celles qui sont d'actualité, c'est-à-dire celles qui sont en lien direct avec le sujet qu'on traite là, je les pose. Donc là, il y a RS qui demande Eth-Ouarlis ou Ait-Ouarlis. Et quelqu'un d'autre a fait apparaître les Beni Ouarlis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la distinction entre Eth, Ait et Beni? Alors, Eth-Ouarlis, c'est en kabyle. Quand on parle de ceux qui appartiennent à la tribu, donc on dit Eth-Ouarlis. Ça donne en français Ait-Ouarlis. Et pendant la colonisation, donc les orientalistes ont privilégié la dénomination Beni Ouarlis. Hein, mais c'est la même chose. Alors, on a dit 3. F, Aït et Beni. Bon, c'est bon.
Oui, oui, béni, c'est bon. Haït et Haïs, quelle est la différence? Haït? Je vous ai dit que c'est la même chose. S, c'est Oui, en berbère. Quand on parle de la S, tribu, S on c'est en dit berbère. Eforli. Ok, ça j'ai compris. Voilà. Et S, Haït, Haït, ça a été francisé. francisé. D'accord, Ça a ok, été c'est ça. francisé. Voilà, donc RS, je pense que vous avez votre réponse. On va poursuivre. Il y a pas mal d'interventions, hein. Apparemment, c'est un sujet qui intéresse. Alors, professeur Essani, donc vous avez parlé de la période d'Antiquité, etc. Moi, je voudrais lire un témoignage de 1847 que j'ai repris hein, du site GIMAB, dans lequel j'encourage les auditrices et les auditeurs à aller sur le site parce qu'il est vraiment très, très, très riche. Vraiment très riche. Alors, je vais lire ce petit témoignage et puis je vous demanderai de le commenter. Alors, c'est un témoignage, alors je n'ai pas trouvé le nom, mais en tous les cas, donc, il date de 1847, mais je pense que vous savez de quel auteur il s'agit. Et voilà donc ce qu'il dit. La tribu des Bni Warlis est une des plus riches et des plus fortes de la vallée de la Soumam. Son territoire s'étend du pied de la montagne de lac Fadou jusqu'au-delà de l'oued Soumam. Ensuite, elle peut mettre sous les armes 2500 fantassins. Alors, les fantassins, ce sont les soldats de l'infanterie, c'est ceux qui combattent à pied. Alors, est-ce que vous pouvez nous, il y a une admiration en tous les cas qui apparaît dans ce petit paragraphe. Est-ce que vous pouvez le commenter, s'il vous plaît? Oui. Ce texte a été produit par un colon de la première heure. Oui, C'est oui. l'un des premiers qui a accompagné donc, les colonisateurs et qui a produit un ouvrage où il parle de toutes les tribus de la vallée de la Soumam. Et effectivement, la tribu des Etourlis est l'une des plus importantes avec celle des Etabès. Oui, oui, oui. Vous Voilà. continuez? Oui, parce que la question que je vais poser a un lien avec ça, justement. Donc, Alors, je vais... il y a également un autre témoignage qui est, à mon avis, très important, Oui, qui a été fait par Auguste Weller. Auguste oui, Weller est le premier instituteur français à Sidi Aïch. Et en 1988, il a écrit comment dirais-je, un texte sur la commune, monographie de la commune mixte de Sidi Aïch, que je montre ici et que oui, nous oui. avons édité avec Judith Schill, qui était à l'époque doctorante à l'université d'Oxford. Et dans ce texte de Auguste Weller, il parle des habitants, donc de la région, et regardez ce qu'il dit. C'est là pour avoir une idée de son opinion. Il dit les Kabyles sont intelligents, paisibles, attachés à leur famille et à leur pays, peu portés au crime et d'une moralité supérieure. Oui, oui. Ils aiment la justice, les vols sont chez eux très peu nombreux, les assassinats rares, mais ils se livrent fréquemment à des rixes. Ils sont religieux sans fanatisme. Voilà, donc de manière globale, ce qu'on peut dire concernant l'importance de la tribu, les habitants. Alors, les premiers textes où on voit apparaître Warlissi datent du XIIIe siècle. Ça, c'est un savant. On va laisser ça pour tout à l'heure, parler des savants. Très Oui. important. C'est Oui, une partie importante. Juste, professeur Essani, puisque vous avez parlé de Sidi Riche, et j'ai lu quelque part, je crois que c'est sur votre site toujours, que Sidi Riche est nous, Sidi Riche, ça a toujours été un passage pour monter au village, en fait. Et j'ai lu sur votre site que c'était une création coloniale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, effectivement. Donc, bien entendu, Sidi Aïch, quand on parle de Sidi Aïch, il y a bien sûr un personnage, un saint qui s'appelle Sidi Aïch, qui est d'ailleurs enterré pas loin de la mosquée de Sidi Aïch. Mais le village en lui-même, Sidi Aïch est un village colonial qui a été fondé à partir après l'insurrection de 1871. Vous savez que tous les Zetourlis, tout comme tous les habitants de la vallée de la Soumam, ont été très impliqués dans l'insurrection de Cheikh Ahdel de Mokrani. Et après notre défaite, il y a eu ce qu'on appelle le séquestre. Il y a eu le séquestre et donc les habitants ont été expropriés et il y a eu création du territoire de la colonisation. Et donc, les premiers colons sont arrivés, beaucoup sont tout de suite repartis parce qu'il y avait donc des marécages et les territoires de la colonisation étaient trop petits. Et l'un des premiers colons donc, qui s'est installé là-bas s'appelle le colon Philippe. C'est lui qui, d'ailleurs, a construit la première maison, qui est d'ailleurs la maison de notre famille. Et en 1875, il y a eu la construction de l'église. Et Sidi Aïch a été construit au même moment où se sont construits plusieurs villages le long de la Soumam, la Réunion, c'est-à-dire Ouadrer aujourd'hui, Elxer, Ouadamezor, et ensuite Akbou, Tazmat. Le long de la voie ferrée. Voilà. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est des riches. Oui, dites-moi, vous avez parlé de l'église. Elle devient quoi, l'église? On sait? Aujourd'hui, l'église est devenue le domicile du chef de la mosquée. Ah, c'est pas mal. Et on sait que c'est des riches, et en tous les cas connu pour son marché. Je me rappelle quand on était jeune, on allait à Tinder et le mercredi, je crois, c'était ça. C'était le jour du marché. C'était, enfin voilà quoi. C'était tout un rituel. Alors je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Oui. Mais en tous les cas, comment dirais-je, le marché, j'allais dire historique des Etourlis, c'est Vieux Marché. C'est-à-dire c'est à Sokofla. C'est celui-là. Et donc, après qu'a été construit, donc a commencé à être mis en place le village de Sidi Aïch, il y a eu mise en place d'un marché tous les mercredis, effectivement. Moi, je me souviens quand j'étais collégien à Sidi Aïch, le jour de férié, c'était le mercredi. C'était pas le jeudi, comme ça se faisait partout ailleurs. Et ce marché était l'un des plus importants en Algérie, avec celui du Khroub et celui d'Al-Haraj. À l'époque, je vous dis, après l'indépendance, dans les années 60. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui, apparemment, les lectures, etc., font ressortir l'idée que c'est une tribu, donc les Ithwarli, c'est une tribu importante. Alors, qu'est-ce qui a fait la force et la renommée de cette tribu, d'abord dans la vallée de la Soumam, et je ne sais pas, au-delà, alors je ne sais pas, au-delà de cette région, est-ce que justement la tribu était connue, etc. Voilà, donc je crois que j'ai posé deux questions. C'est qu'est-ce qui fait la renommée, la force de cette tribu donc, dans la région et au-delà. Si, voilà. D'abord, c'était son importance en termes donc, de population. Elle était donc une des tribus les plus peuplées. Ensuite, son territoire était un territoire stratégique et elle était le long de ce qu'on appelle Tariq al-Sultan, c'est-à-dire la route donc, du prince, qui relie la première capitale du royaume berbère des Hamadites,
c'est-à-dire la Qal'a des Beni Hamad, à la deuxième capitale, c'est-à-dire Béjaïa. Et donc, Béjaïa va devenir une grande capitale sur les rives de la Méditerranée. Son port va devenir un des ports les plus importants et il a pu se développer grâce à l'arrière-pays, c'est-à-dire qui alimentait donc ce port en un certain nombre de produits particuliers tels que ceux de l'élevage, de l'agriculture, etc. Et le deuxième point, c'est la manière dont cette tribu s'est toujours opposée aux occupations depuis l'Antiquité. C'est-à-dire? Ils ont toujours, par exemple, pendant la période ottomane, elle n'a jamais reconnu le pouvoir ottoman et a toujours refusé de payer l'impôt. Et lorsque les Français sont entrés à Béjaïa en 1833, elle a fait partie donc des tribus qui ont empêché les Français de sortir de la ville. Elle a été impliquée dans l'insurrection de Boubarla et de Lala Falman Soumar vers 1851 et bien sûr dans celle de Cheikh Haddad et d'Al-Mokrani en 1871. Voilà. Ensuite, il y a eu, comment dirais-je, il y a eu la renommée de ces oulémas, de ces savants. On en parlera. Ont eu une audience internationale de premier plan. On en parlera, on va leur consacrer un petit chapitre. Non, mais je voulais juste, j'ai une petite question à poser également, mais je rigolais parce que je me suis dit, je crois que je comprends d'où nous vient cet esprit rebelle. Quand on revoit un peu. Alors, justement, renommé également pour ses savoir-faire. Alors moi, je ne sais pas, quelqu'un un jour a dit, j'ai entendu quelqu'un dire, un Atwarlis, que ce soit homme ou femme, c'est des personnes qui sont capables de faire deux choses en même temps, qui ne perdent pas leur temps, par exemple. Voilà, qui exploitent, ils sont capables d'aller voir un spectacle et durant le spectacle, eh ben, ils vont faire des travaux manuels, etc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur savoir-faire parce que je crois qu'elle est aussi connue pour ses savoir-faire, cette tribu. Cette histoire-là de faire deux choses en même temps, c'est beaucoup plus propre aux femmes. Hein, par exemple, quand elles font la vaisselle, elles peuvent écouter la télévision ou bien… Bon, ça c'est rien, ça. Les savoir-faire, vous savez, il y avait, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, il y avait un savoir-faire dans le domaine de la, comment dirais-je, de la culture, par exemple, agricole, l'olivier, le figuier, etc. Il y a eu d'ailleurs en 1930, à Sidi Aïch, une semaine du figuier qui a été organisée par la SNCF, c'est-à-dire la Société nationale des chemins de fer. Voilà. Donc, il y avait donc des produits de la région de Sidi Aïch qui étaient renommés et qui se vendaient un peu partout. Je me souviens d'ailleurs qu'un de mes grands-oncles avait une collection qui était négociant, avait une collection de timbres de dizaines de pays comment dirais-je, qu'il avait constitué à partir donc des commandes qu'on lui faisait d'un peu partout, y compris d'Israël, donc avant l'indépendance. D'accord, merci. On va poursuivre à présent avec justement les intellectuels. Donc, la tribu d'Aïs Warlis est aussi connue pour ses intellectuels. Alors, je vais vous demander de nous dire qui sont, en tous les cas, les plus éminents parmi ces intellectuels et quelles sont leurs réalisations. Voilà, à vous la parole. Très bien. Donc, nous sommes pendant la période donc, des Hamadites, c'est-à-dire après le XIe siècle,
Béjaïa devient une grande capitale sur les rives de la Méditerranée. Elle était un centre d'enseignement supérieur. Il y avait à Béjaïa plusieurs institutions de premier plan, telles que Medinat al-Ilm, telles que Beit al-Hikma, telles que la grande mosquée, el Masjid al-Azam, etc. Et des savants de premier plan y ont vécu et travaillé. Et parmi ces savants venaient de plusieurs régions du monde, de l'Andalousie, bien sûr, d'Iran, bien sûr d'Égypte, mais également d'Andalousie, du Maroc, de Tunisie, et également de Kabylie, d'Algérie, de Tunis et de Kabylie. Parmi donc les savants les plus renommés de la région de Kabylie, il y avait les Etourlis. Il y en avait d'autres, par exemple, Ethrobri également, donc était bien représenté. Il y avait les Mechdeli, qui sont originaires de Mechdela, donc du côté de Bouira. Ouais. Mais si vous voulez, ceux qui ont au début marqué donc le milieu intellectuel, il y a eu au XIIIe siècle un savant qui s'appelle Mohammed Ibrahim el-Warlisi. Donc vous voyez, le mot el-Warlisi ou bien Aourlis apparaît au XIIIe siècle dans les documents. Dans les documents, ce savant est cité, une notice développée, se trouve donc dans l'ouvrage biobibliographique d'El-Robrini, Unwan Diraya fi Mshair Béjaïa, et il parle de savant qui apparaît de manière précise dans la structuration du milieu scientifique de Béjaïa, où on voit qu'il avait des contacts avec ceux qu'on appelle les princes de la science. Les princes de la science, c'est Sidi Boumediene, Abdelhak al-Ishbili et Abou Hamid al-Saghir. Abdelhak al-Ishbili, qui est andalou, et Abou Hamid al-Saghir, qui est originaire de Msila. Et donc, il avait des contacts avec eux, et également, il est à l'origine de la création d'un groupe de savants très importants qui avait pour centre Ibn Rabi' et qui s'est intéressé à plusieurs domaines, notamment donc à la jurisprudence et aux mathématiques. Donc, il était spécialisé en littérature et en jurisprudence, et il avait également des contacts avec le pouvoir hamadite, c'est-à-dire qu'il avait des contacts avec les princes, ce qui lui permettait de régler les problèmes que rencontraient les populations au niveau des ourlis, par exemple, pour avoir un laissez-passer ou bien pour d'autres problèmes particuliers. Donc celui-là, c'est le premier qui apparaît au tout début, au XIIIe siècle. Mais le plus célèbre et le plus important s'appelle Abdelrahman Aourlis, qui est mort en 1384. Oui. Il est célèbre pour deux choses. D'abord, il était mufti et il était cheikh al-Jama'a à Béjaïa. À Tel Efegout, il y a son mausolée. Et ici, à Béjaïa, il y a les vestiges de sa zaouia. Et il est célèbre pour deux choses. Oui. D'abord, il est célèbre pour son livre de jurisprudence, de fiqh, qui s'appelle Al-Muqaddima fil Fiqh, plus connu sous le nom d'Al-Warlisiya, qui est devenu très célèbre et qui va rester pendant des siècles un ouvrage de référence. Et il est également connu pour un certain nombre de ses fatawi, c'est-à-dire des consultations juridiques qui vont être renommées, qui vont apparaître dans des ouvrages, des collections de fatawi à Tlemcen, au Maroc et en Andalousie. Voilà. Alors, juste une question. Ces savants écrivaient en arabe. C'est bien ça.
Oui, bien sûr. Ils étaient, voilà, et ils ont appris l'arabe, bien évidemment, dans les mosquées, c'est ça? Ou, enfin, on ne sait pas, enfin, est-ce que vous pouvez nous le Et dire? Parce que la langue arabe à l'époque était la langue de la science. c'est ça, C'était la exactement. langue de la science. Donc, toutes Mmh. les personnes qui voulaient à l'époque étudier devaient le faire de cette manière. Et bien entendu, ils écrivaient également en berbère, mais en utilisant les caractères arabes. Voilà, parce que l'utilisation du tifinagh tel qu'il apparaît, le libique, ce qu'on appelle le libique, qui apparaissait donc à l'époque antique, n'a plus eu de continuité en Kabylie. Il y a eu une continuité au Sahara avec les Touaregs, mais pas en Kabylie. Et donc, à Béjaïa, la langue de la science, c'était la langue arabe, bien entendu. D'accord. Alors, on va juste poursuivre encore avec 2 questions. Alors, Oui, ce que vous avez dit, où est-ce qu'ils ont appris, après? bien Oui, entendu, c'était dans des écoles et dans des institutions. Donc, au début, je vous ai dit, la première fois qu'on parle d'une zaouia, c'est la zaouia de Yahya Abou Zakaria Zouaoui, qui se trouve ici, à Béjaïa, euh, sur les hauteurs du port pétrolier. Yahya Zouaoui est l'un des plus grands savants de Béjaïa, qui a la même dimension spirituelle que Sidi Boumedienne. Il a vécu donc au XIIe siècle, il est mort en 1215. Et ce qui s'est passé, c'est que les premières zaouïas qui ont été mises en place dans la vallée de la Soumam et en petite Kabylie et en grande Kabylie, c'est grosso modo le XIVe siècle. d'accord. C'est le XIVe siècle. Et donc, celle qui est la plus connue du point de vue, j'allais dire, de sa grâce au personnage qu'il a mis en place, c'est celle de Wedris. Wedris qui se trouve sur le territoire de la commune de Imoulaoumalo en Grande Kabylie. D'accord. Ahmed Ben Idriss était mufti et cheikh al-Jama'a à Béjaïa. C'est l'un des maîtres de Abdelrahman Aoulis et l'un des maîtres d'Ibn Khaldoun. D'ailleurs, Abdelrahman Aoulis a également été un des maîtres d'Ibn Khaldoun. Il est mort en 1360, mais quand il a eu un problème à Béjaïa, lorsque le pouvoir donc, lui a créé des problèmes, il est parti pour créer son institution et en partant, il va emprunter un itinéraire qu'on appelle Ebrid Nouedris. Ebrid Nouedris, c'est-à-dire la route de Ouedris qui passe par Aveino, qui se trouve sur le territoire de la tribu des Ethimel, ensuite Elfly, sur le territoire des Ethworlis, ensuite Imardesen, sur le territoire des Ethmansor, et enfin, il va entrer en Grande Kabylie. Mais dans la vallée de la Soumam, la toute première est la Zawiya Yahya al-Aidli à Tamoukra. Tamoukra est un village qui se trouve à 37 km d'Akbou. Et Yahya al-Aidli est un savant de Béjaïa. Il est mort en 1477, mais donc il va aller s'installer à Tamoukra et il va y mettre en place l'une des premières institutions scientifiques de la Kabylie. Il y a un texte religieux très très important qui s'appelle la Wadifa, Wadifat Yahya al-Aidli, qui, d'après Cheikh Gaher, était enseigné à Sidi Soufi dans les années 30. Mais on peut avoir de manière précise le niveau d'enseignement dans cette zawiya. Ces zawiyas avaient des projets pédagogiques. Et on peut le savoir pourquoi? Parce que un savant d'origine du Maroc,
va venir en Kabylie, à Béjaïa. Il s'appelle Ahmed Zarruq al-Barnoussi. C'est l'un des plus grands savants de l'islam. Il est originaire du Maroc. Il va faire ses études à Tlemcen. Ensuite, il vient à Béjaïa et il commence à enseigner. Il va d'ailleurs ensuite écrire un livre très important sur le soufisme qui s'appelle Qawa'id al-Tasawwuf. Et Yahya al-Aïd va l'inviter à Tamoukra et il va y aller. Et Yahya al-Aïdli va lui demander de commenter, c'est-à-dire de faire un sharh, le traité de fiqh de Abderrahman Aourlis. Et il va faire ce sharh d'une manière particulière. Parce que Ahmed Zarruq al-Barnoussi était certes un soufi savant, mais il avait une doctrine, c'était pas de soufisme sans respect du droit. Voilà. Merci. Je vais vous demander, avant de poursuivre, d'allumer une lumière parce qu'on ne vous voit pas beaucoup, c'est obscur. Et ça vous rend pas service. C'est vrai. Voilà, ça ne rend pas service du tout. On va faire une petite pause, allumer, comme ça, vous serez illuminé, en plus de votre parole. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, nous répondrons à vos questions dans la deuxième partie. On va d'abord finir la première partie, donc on va faire notre émission et ensuite vous pourrez avoir la parole. Alors, on va terminer avec les Ait Wirlis, qu'on avance. Alors, j'ai une question. Que reste-t-il? En fait, j'en avais deux, mais je vais en poser qu'une seule. Que reste-t-il des réalisations de ces savants de nos jours? Moi, on n'entend pas parler, hein. C'est grâce à vos travaux qu'on peut avoir comme ça en retour sur les traces, etc. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il reste des réalisations de ces savants aujourd'hui? À vous la parole. Très bien. Donc, en 2004, nous avons organisé un colloque international sur le savant, donc Abderrahman Aourlis, 3 jours, notamment donc deux jours à Béjaïa, un jour à Tinebdar, Telethagout. Et nous avons édité, donc son livre de jurisprudence est édité, ses fataouis ont été, comment dirais-je, répertoriés. Vous pouvez nous dire ce que c'est que les fataouis, s'il vous plaît? Comment? Les fataouis, juste pour que tout le monde comprenne. C'est quoi les fataouis? C'est des consultations juridiques. C'est des consultations juridiques, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un. Tout à l'heure, on a parlé du marché de Sidi. À l'époque, dans les années 30-40, il y avait dans ce marché, tous les mercredis, comment est-ce qu'on appelle ça? Une rencontre des cheikhs de la région qui se rencontraient là-bas. Parmi eux, d'ailleurs, il y avait le cheikh de Sidi Moussa, on va en parler tout à l'heure. Et donc, tous les mercredis, ils se réunissaient et il y avait des gens qui venaient et qui posaient des questions concernant des problèmes auxquels ils voudraient aujourd'hui que l'on puisse répondre. Et donc, ces consultations juridiques sont encore aujourd'hui d'actualité. Je vous ai dit, certaines donc, ont été, comment dirais-je, répertoriées. En 2006, nous avons fait un colloque international sur Ahmed Ben Idriss, donc le maître d'Abderrahman Aourlis, et il a, si vous voulez, parmi les 4 fataouis que nous avons réussi donc à retrouver, il y en a 3 qui sont à caractère social et une à caractère économique. Et il y a un Allemand qui s'appelle Tilman Hanman, qui est venu à ce colloque et il avait fait sa thèse de doctorat pour analyser
le contenu de la fatawi à caractère économique de Ahmed Ben Idriss. Et il y avait, pendant le colloque, vous aviez le Haut Conseil islamique au grand complet, avec Cheikh Bouamran Ahmad Bey, qui était à l'époque président du Haut Conseil. Il y avait tous les cheikhs des Zaouïas. Il y avait une délégation des musulmans d'Angleterre qui était conduite par l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Et une des journées de la conférence a eu lieu à Ouadris, en Grande Kabylie, à l'intérieur même de la Zaouïa. Alors, dernière question concernant les Hitwarlis. Alors, vous avez intitulé le travail de recherche que vous avez réalisé sur les Hitwarlis, et je cite le titre, La tribu des Hitwarlis entre histoire et légende. Alors, ma question, quelle est la frontière entre l'histoire et la légende, professeur Haissani? Bon, je montre, les personnes qui sont intéressées peuvent consulter. Donc, vous voyez ici la plaquette dépliant que nous avons éditée en 2012 lorsque nous avons mis en place ce qu'on appelle le musée de patrimoine et de société de la Kabylie. Au début, on va parler ensuite donc, du musée des Hitwarlis. Et il y a un site internet qui s'appelle sath-warlis.com qui peut être consulté. Voilà. Ça, je voulais le montrer tout à l'heure, mais on reviendra avec la… Voilà. Ok, très bien, oui, c'était important. Et puis, il y a ça aussi, je crois. Il y a ça aussi, oui. Hein. Ouais, oui, c'est ça. On reviendra tout à l'heure. On y reviendra. Donc, légende et histoire. La frontière. Alors, l'histoire, écoutez, il y a ce que, comment dirais-je, ce qui est connu aussi bien du point de vue, j'allais dire, parce qu'il y a des traces écrites, ou bien parce que il y a quelque chose qui reste dans la mémoire collective. Légende, je pense qu'on va en parler tout à l'heure lorsque je vais vous raconter la légende de Sidi Moussa. D'accord. Ok. Très bien. Alors, donc, on boucle avec le sujet, en tous les cas, Hitwarlis, et on va à présent parler de Sidi Moussa. Et donc, alors, Sidi Moussa, donc, comme je l'ai dit au début, elle se situe dans le village de Tinebdar. Professeur Haissani, un tout petit mot pour présenter le village de Tinebdar. Alors, Tinebdar, c'est un très beau village donc, qui se trouve sur le territoire des Hitwarlis. Aujourd'hui, c'est une commune. Alors, dans le texte de Auguste Weller, il y a des chiffres qui datent de 1886 pour que vous ayez juste une idée. Hein, une idée, vous avez le village le plus important donc, des Hitwarlis, c'est El Flay. El Flay, à l'époque, il y avait 357 ménages et 1406 habitants. Ça, c'était à El Flay. Alors, à ce moment-là, à Tinebdar, il y avait 121 ménages et 533 habitants. Le livre de Weller donne tous les détails de tous les villages de la région de Sidi Aïch. Quand je parle de la région de Sidi Aïch, c'est l'ex-commune mixte de la vallée de la Soumam ou bien la commune de Sidi Aïch, dont le centre, le chef-lieu, c'était Sidi Aïch, l'actuel Daïra. Et il y avait son territoire allait jusqu'aux 4 chemins ici à Béjaïa, jusqu'à Benixila, il englobait toute cette région. Et du côté de Tinebdar, donc il y avait Tinebdar, j'ai dit 121 ménages, 503 habitants,
Tirzratin, 62 et 206 habitants. Vermethour, 93 et 356 habitants. Ihramar, 66 et 282 habitants. Irlijen, 97 et 288 habitants. Telefegout, 54 et 233 habitants. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a tendance à regrouper tous ces villages parce que, effectivement, maintenant, le village s'est étendu. Il y a eu construction du siège de la commune en bas, à Erligen, à côté de l'école d'Erligen, la bibliothèque en face. Mais de manière globale, voilà ce qu'était Tinebdar en 1888. Alors, Sidi Moussa. Et donc, la Zawiya de Sidi Moussa, il me semble qu'elle a été donc fondée aux environs du XIVe siècle. C'est ça, 14e, 15e siècle, oui. Alors, et elle fait partie des 4 Zawiya historiques des Et Orlis. Apparemment, il y en a 4. Alors, question, qui sont les fondateurs de... racontez-nous l'histoire de ce mausolée, de cette Zawiya. Voilà, je vais vous poser la question comme ça. Et puis, c'est vrai, Sidi Moussa, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Sidi Moussa, etc. Donc, racontez-nous l'histoire. L'histoire, bien sûr, la réalité, et puis la légende également. Donc, je vous donne la parole. Alors, il y a effectivement sur le territoire des Et Orlis 4 Zawiya historiques. Ces 4 Zawiya historiques sont Sidi Moussa, donc à Tinebdar, Sidi Yahya ou Moussa, donc dans la commune de Cheminier, à Smaoun. Comment dirais-je? C'est dans le village de Sidi Yahya. Sidi Yahya, oui, Sidi Yahya, mais dans la commune donc, de Smaoun. Oui. Attendez, je retrouve pas le nom de celle qui se trouve à Vieux Marché, comment dirais-je, à Vieux Marché, c'est-à-dire à ce qu'on appelle aujourd'hui Sokofla. Voilà, les 4 Zawiya historiques, Sidi Yahya Moussa, donc du village de même, Sidi El-Hajj Hussein, donc à Smaoun, et Izroqan qui se trouve à Sokofla. Cette Zawiya, elle est affiliée à le grand savant dont j'ai parlé tout à l'heure, Ahmed Zarruq al-Barnoussi. C'est l'un des descendants qui s'est installé là-bas. Donc, ces 4 Zawiyas, ce sont les 4 Zawiyas historiques. À l'époque, il y avait, moi je vous dis, donc, autour de 1888, il y avait également sur le territoire donc, des Et Orlis, il y avait également 60 mosquées et 18 écoles coraniques. Voilà. Donc, vous voyez que le territoire des Et Orlis était maillé par des écoles, mais les Zawiyas, c'est-à-dire ce sont des institutions prestigieuses dans lesquelles, donc, non seulement on apprenait le Coran, elles servaient bien sûr pour des raisons sociales, mais surtout, il y avait des activités scientifiques de premier plan qui se sont déroulées dedans. Alors, les 4 Zawiyas historiques des Et Orlis étaient indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles n'appartenaient à aucun ordre, à aucune confrérie. Vous savez que le début des confréries, c'est, disons, le XVIe siècle. Les plus connus, c'est, par exemple, comment dirais-je? Janiya, il y avait la Qadiriya, c'était beaucoup plus la Qadiriya. Oui. Dans la ville de Béjaïa, elles étaient toutes présentes. C'est-à-dire la Qadiriya, la Taïbiya, la Amariya, la Issaouiya, la Alawiya. Et ensuite, quand au XVIIIe siècle va être créée la Rahmaniya, grâce à Sidi Abdelrahman al-Bchtouli,
à Ismaïl en Grande Kabylie, elles vont se développer. Mais les zaouïas historiques des Etourlis ont été fondées avant, n'est-ce pas? Alors, il y a une 5e zaouïa sur le territoire des Etourlis, c'est celle de Taghrost. La zaouïa Oussahnoun à Taghrost, qui, elle, a été fondée bien après, vers 1870, donc avant l'insurrection. Et justement, l'une des légendes dont on parle, c'est qu'un jour, le fondateur de la Zawiya Oussahnoun à Issouhnoun en Grande Kabylie est venu voir Cheikh Ahdad avec son neveu qui s'appelait Mohamed Saïd, qui avait été un élève de Sidi Moussa. Il avait fait ses études à Sidi Moussa, et donc il va le présenter à Cheikh Ahdad. Il lui dit, voilà, mon neveu vient de terminer son instruction, et les Etourlis tiennent à ce qu'ils mettent en place ici les enseignements de la confrérie. Ce qu'on appelle une confrérie, c'est une tariqa, c'est un ordre religieux. Et les Khouan, donc, ce sont ceux qui adhèrent à cette, comment dirais-je, à cet ordre-là. Et la Tarahmanith, on dit Tarahmanith, que Cheikh Ahdad a été ensuite le Muqaddam en 1870, c'était lui qui était le Muqaddam donc, de la tariqa. Il a pris, ça c'est la légende, il a pris son bâton et il lui a montré l'autre versant de la vallée de la Soumam et il lui a dit Azanoum Kani, voilà quelle est ta place. Et c'est ainsi que va être construite cette Zawiya Oussahnoun à Taghrost, qui est un très bel édifice. Dommage qu'il est maintenant, bien sûr, la Zawiya a été fermée dans les années 70, à l'époque là du socialisme, parce que on a nationalisé ces terres. Et donc, comme m'a dit un jour un de ses élèves, qad asbahat faqira, elles étaient devenues, comment dirais-je, elles sont devenues donc pauvres, et voilà. Et donc celle-là, elle était affiliée à la tariqa Tarahmanith, c'est-à-dire la Zawiya de Taghrost, qui se trouve à 1 kilomètre de Tijounen, pas loin de Taqrit, et la seule Zawiya sur le territoire des Etourlis qui permet de faire adhérer à la Rahmaniya. On dit en kabyle, mon grand-père, Amarou Issa, était un adepte de la Rahmaniya et Yur al-Mithaq à Cheikh Mohammed, qui était à l'époque le muqaddam de cette zawiya. Yur al-Mithaq, ça veut dire Yur al-Mithaq, ça veut dire qu'il est rentré dans la confrérie. D'accord. Il y a une cérémonie, et voilà. Et donc, il faut aussi faire la différence entre ceux, les Khouan. Les Khouan ne sont pas des marabouts, n'est-ce pas? Ce sont des, comment dirais-je, ce sont des Khouan, ce sont des adeptes. Voilà, ce sont des adeptes d'un ordre. Et ils avaient, bien sûr, c'était des soufis. C'est ça, exactement. Alors, Sidi Moussa, dans toute cette histoire. Donc, Sidi Moussa donc, est comment dirais-je, est un alim qui arrive à Tinebdar, qui s'installe à Tinebdar au 14e siècle. Et à sa mort, donc, ils l'ont enterré là-bas. C'est pour ça qu'il y a le mausolée. Et qu'on l'appelle Sidi Moussa, parce qu'il est devenu un wali. Il crée cette école qui va devenir la plus importante des Etourlis. À un moment donné, dans les années, à la fin du 19e siècle, il y avait dans cette institution plus de 60 talbas
Alors, vous savez, l'école, le parcours, ces institutions avaient des projets pédagogiques. Ils avaient des projets pédagogiques et la Zawiya de Sidi Moussa était à tel point célèbre que même les enfants des dignitaires des grandes villes, comme Béjaïa ou bien Constantine, venaient faire leurs études dans ces institutions. Dans la vallée de la Souba, il y a tout un ensemble de zawiyat de premier plan qui sont aujourd'hui très très célèbres. Je vous ai parlé tout à l'heure de celle de Tamokra, qui se trouve donc donc à 37 km d'Akbou, mais pas loin d'Akbou, toujours à Chlata, il y a la Zawiya Chlaté, qui est l'une des plus célèbres de toute l'Afrique septentrionale, qui était à l'époque administrée par les Ben Ali Shrif. Il y a la Zawiya de Teslent. Teslent donc, est un village de la commune d'Iram. On l'appelle la Zawiya Oubou Daoud, qui, elle également, a été très célèbre. Vous savez que l'un des élèves qui a eu un diplôme là-bas s'appelle Cheikh Qassimi et qui va, par la suite, aller à El Hamel, à Boussaada, créer une Zawiya qui est aujourd'hui considérée comme étant la plus importante d'Algérie. Son Muqaddam, actuellement, Cheikh Qassimi, est l'actuel mufti de la grande mosquée d'Alger, celle de Bouteflika. Et il a le rang de ministre aujourd'hui. Il y a la Zawiya donc, de Ouvre Qassam à Boudjlil, qui, elle, était spécialisée en qira'at, c'est-à-dire les lectures coraniques. Celle de Chlati était spécialisée en astronomie. Et le savant du XVIIIe siècle a écrit un livre d'astronomie très célèbre qui s'appelle Ma'alim al-Istibsar. Voilà. Donc, vous voyez quel est le niveau. Mais en tous les cas, on va revenir à Sidi Moussa, mais tout ce que vous dites là met en évidence la prépondérance de la religion dans les villages kabyles. Alors qu'on a tendance à dire que les Kabyles ne sont pas très religieux, alors que là, voilà, donc il y a beaucoup de zaouïas, etc. Alors, si vous permettez, on va poursuivre avec Sidi Moussa et on va projeter quelques photos et quelques images. Et si vous pouviez les commenter, ce serait super. Alors, première photo, c'est donc l'entrée, donc Zaouia oui. Moussa. Voilà. Voilà. Alors, au passage, je remercie Wahiba de m'avoir envoyé toutes ces photos. Ensuite, on a ça. On a je crois que c'est le tombeau voilà, de. c'est le mausolée. C'est le mausolée, voilà. Ah, c'est le mausolée, donc c'est la tombe de Sidi Moussa. Voilà. Donc c'est là qu'il est, qu'il est enterré. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je ne sais pas. Alors tous ces tissus, ils servent à quoi? Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce que c'est que ces écritures? Je crois que parce que moi je suis allée cet été et je crois que là c'est un poème qui a été écrit pour honorer Sidi Moussa, je crois. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la fonction de ces tissus? J'ai pas toujours compris pourquoi tout le monde. Bon, c'est des offrandes, mais pourquoi des tissus? Qu'est-ce qu'on en fait d'ailleurs? Je ne peux pas vous donner de réponse, mais si vous voulez, je ne peux pas vous donner de réponse, mais si vous voulez tous les mausolées, vous allez en Turquie, en Tunisie, partout, vous avez la tombe et vous avez au-dessus des tissus comme ça, qui sont liés aux pratiques. Les pratiques, donc, vous savez que les femmes donc, viennent pour se recueillir, pour faire des offrandes, pour. Voilà. La ruqya aussi. Beaucoup de ruqya. Non, écoutez, il faut pas parler comme ça de ces.
Ah ben, Il faut faire la différence entre zawiya et zawiya, n'est-ce pas? alors, Il faut faire la Assidim, différence. Il y a Assidim, beaucoup de zawiya dans plusieurs régions du pays où il y a des pratiques, j'allais dire, extra-religieuses, etc. Les zaouïas de la Kabylie, en général, sont des zaouïas qui sont épargnés par ce genre d'institution. Il y a bien sûr toujours donc, les croyances, n'est-ce pas? Il y a les croyances, il y a les gens qui vont visiter donc, les mausolées, ils ont des vœux à faire, ils espèrent quelque chose, ils font des wahdas, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas des pratiques qui existent dans certaines zaouïas dans d'autres régions où il y a là-bas tout un en tous les cas, concernant Sidi Moussa, je l'ai vu de mes propres yeux. À un moment donné, c'était devenu un lieu Olokia où les gens étaient désemparés, ils venaient, enfin voilà. voilà. Et cette année, j'ai discuté avec le responsable et je lui ai dit, vous faites Cheikh toujours Nordin, peut-être, le cheikh de je n'ai pas la de zaouïa. prénom, mais et il m'a dit, on a arrêté. Voilà, donc ils ont arrêté. Alors, on va poursuivre avec les photos. Ensuite, oui. Alors, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, alors c'est des jarres que j'ai vues, je crois Voilà, qu'elles sont voilà. ancestrales. Observer pour comment dirais-je, emmagasiner l'huile, le blé, etc. Mais elles sont très, très anciennes, il me semble. Oui. Et c'est justement dans cette pièce, hein, puisque Oui. vous montrez, restez sur cette photo. Oui, oui, oui. C'est dans cette pièce que a été, j'allais dire, a été récoltée la légende de Sidi Moussa. Cette légende, elle est connue de tous les habitants, bien sûr, de Tinebdar et des autres régions. Alors, je voulais vous dire que la Zaouïa de Sidi Moussa n'est pas administrée uniquement par les gens de Tinebdar. Hein. Il y a d'autres régions des Etourlis qui. Il y a d'autres régions des Etourlis qui sont concernées par cette Zaouïa. C'est le cas, par exemple, d'Elfly ou bien de Chemini. C'est le cas également pour la Zaouïa de Sidi El-Hajj Hussein Asmaoun, qui, elle, est également concerne les gens d'Elfly, une partie donc de la population d'Elfly est concernée par cette Zaouïa. Alors, concernant cette pièce, dans cette pièce, il y a comment dirais-je, il y avait un fourneau. Un fourneau où on faisait le repas des élèves. Oui. Les tolbas. Donc, les tolbas prenaient leur repas ici, on préparait donc le couscous, et à un moment donné, Sidi Moussa a ordonné à quelques-uns des tolbas d'enlever les cendres du fourneau. Et ces tolbas, ils ont refusé. Alors, il a demandé à un petit tolba de le faire, et il a accepté. Il a accepté. Et au moment donc où il terminait, il a trouvé une pièce d'argent dans les cendres. Il l'a montré aux autres tolbas, et le lendemain, pour nettoyer le fourneau, tous les tolbas se sont disputés pour pouvoir faire ce travail. Et Sidi Moussa les a chassés en leur disant que il les a chassés en leur disant que vous êtes cupides, c'est l'appât du gain qui vous motive. Et il leur a dit, eh ben, à partir de maintenant, personne n'aura plus à s'inquiéter de cette besogne. Les cendres disparaîtront d'elles-mêmes. Et depuis cette époque, on n'a plus vu de cendres dans le fourneau de la Zaouïa, sans que personne ne les touche. Elles étaient transportées à plus de 2 km de Tinebdar, où elles ont formé cette grosse masse gypseuse qu'on appelle le rocher de plâtre. Alors, quand vous allez à Sidi Aïch, en venant de Béjaïa,
là où il y a l'actuelle décharge de Sidi Aïch, que personne ne peut ne pas voir, il y a en face ce que tous les jeunes, tous les garçons de Sidi Aïch connaissent, qu'on appelle le rocher du plâtre. On l'appelait à l'époque Gargantua, la tête du lion. On allait jouer là-bas. Voilà. Et voilà ce que dit la légende de Sidi Moussa, qui est reportée dans le livre que j'ai édité avec Judith Schill, la monographie de la commune mixte de Sidi Aïch. Merci. Alors, je vais afficher une photo. Alors, je ne sais pas si elle a un lien. Est-ce qu'elle a un lien? Non, pas du tout, avec Sidi Moussa. Oui, d'accord. Ok, très bien. Donc, écoutez, je vous laisse. Alors ça, ce que vous voyez ici, c'est la khizana, c'est-à-dire la bibliothèque de manuscrits de Cheikh Al-Qadhi. Cheikh Al-Qadhi Siddiqui, qui est un des cheikhs de la Zawiya de Sidi Moussa. C'est un élève de Cheikh Ahdad. Et donc, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il a été en poste à Sidi Moussa pendant 14 ans. Pendant 14 ans, il va conduire 14 promotions à ce qu'on appelle Khatma Sidi Khlil. Sidi Khlil, c'est ce qu'on a, nous on les appelle, on l'appelle Sidi Khlil en Kabylie, mais c'est un éminent savant égyptien qui a vécu au XIVe siècle et qui a écrit un livre de jurisprudence de référence qui va être un ouvrage de référence dans tout le Maghreb et notamment donc à Sidi Moussa. Donc il y avait un projet pédagogique à Sidi Moussa et Cheikh Al-Qadhi As-Siddiqui, on dit As-Siddiqui, il est un élève de Cheikh Ahdad. Pendant 14 ans, il a enseigné à Sidi Moussa et il faisait partie de du groupe des savants, des cheikhs qui étaient le mercredi au marché de Sidi Aïch et qui faisait les consultations juridiques. Merci. Alors, je vais juste afficher une image. Voilà. Donc, ça, c'est le colloque que vous avez organisé, c'est ça? Oui, en 2004, le colloque international sur Abdelrahman Aouis. Donc, vous pouvez trouver, alors nos auditeurs, auditrices, vous pouvez trouver tout ça sur le site de GIMAB. Alors, on va poursuivre rapidement. On a vraiment dépassé le temps, mais c'est pas grave, c'est très intéressant. On va boucler avec le musée. Le musée. Alors, moi, j'aurais bien voulu qu'on parle du statut aujourd'hui de Sidi Moussa, etc. Mais peut-être un petit mot. Quel est son statut aujourd'hui? Alors, ce que je voudrais dire. En fait. Ce que je voudrais dire, parce qu'on ne peut pas parler de Sidi Moussa sans parler un des cheikhs les plus importants donc, qui est passé par Sidi Moussa s'appelle Saïd Behloul. Saïd Behloul, qui a été un élève donc, de Cheikh Al-Qadhi et qui était en poste, il est mort en 1945 et il a écrit deux livres. Il a écrit deux livres qui, le premier donc s'intitule Radd ala al-Awam fi sab'a masail khilafiyya et le deuxième s'intitule Din al-Nasiha. Ces deux livres ont été édités grâce à un de ses élèves qui a été donc un élève de Sidi Moussa qui s'appelle Muqran al-Ghazali. Muqran al-Ghazali, c'est lui qui a, comment dirais-je, qui lui a permis de préparer l'édition. C'est mon grand-père qui était à l'époque négociant et industriel à Sidi Aïch, qui était un ami intime de Saïd Behloul et de Cheikh Mohamed de Zawiya de Taghrast, qui a financé l'édition de ces deux livres. Alors, il y avait un autre élève de Sidi Moussa qui s'appelle Cheikh L'Arbi Sherif, qui est originaire de Touja, qui était en poste à Sidi Aïch en 1931 et c'est lui qui va piloter la constitution à Sidi Aïch de la section des oulémas de la
comment dirais-je, d'Ibn Badis, de l'association des oulémas d'Ibn Badis, l'année même de fondation de l'association en 1931. Donc vous voyez sur les élèves et sur les cheikhs de Sidi Moussa, on a des informations. Il y avait également le grand-père, le grand-père de, comment il s'appelle, de Hajj Qassem, qui est aujourd'hui encore vivant et qui, vous savez, qui reste maintenant là-bas à Sidi Moussa. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de talva, mais il y a Cheikh Nordin, qui est un excellent imam là-bas, et il y a Hajj Qassem qui a été à un moment donné wakil et son arrière-grand-père, Cheikh Tayyib El-Wazlaji, a été un des imams de la Zawiya de Sidi Moussa. Merci. Alors, on va terminer, pour pouvoir donner la parole, répondre à quelques questions. On va terminer avec le musée des Eswarlis. Et donc, GIMA va contribuer à la conception du musée des Eswarlis, que vous définissez comme un musée à la fois de patrimoine et de société de la Kabylie. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais les poser, mais vous répondez. Alors, qui est d'abord à l'origine de ce musée? Quelle est sa vocation? Décrivez-nous ce musée, etc. Voilà. Donc, pour le musée. Et ensuite, je vous poserai une autre question sur les bases historiques. Voilà. Donc, c'est quoi ce musée? Dites-nous, c'est quoi ce musée? Donc, voilà. À l'origine, j'ai été invité par le maire d'Elfly. Il avait, au niveau de la mairie, il avait constitué un petit espace muséal qu'il avait appelé Musée des Eswarlis. Donc, dans ce musée, il y avait des objets kabyles, des cruches, il y avait la biographie de quelques moudjahidines. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez nous aider à enrichir ce musée. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était, comment dirais-je, de mettre à l'intérieur de ce musée des éléments qui figuraient dans les 6 communes des Eswarlis. Nous avons commencé par avoir des contacts et on s'est immédiatement rendu compte que ça ne pouvait pas être possible parce que, par exemple, la commune de Tinabar, on a le mausolée de Abdelrahman Yaourlis à Tel Efegout, mais si vous faites une maquette de ce mausolée, hein, pourquoi ne pas, au lieu de voir une maquette dans un espace fermé, pourquoi ne pas faire 2 km ou bien 3 km et voir le mausolée en vrai? Et c'est comme ça que nous avons mis en place ce concept de circuit musée. Nous avons élargi, nous sommes sortis de la tribu des Eswarlis pour englober toute la région de Sidej, c'est-à-dire toutes les tribus avoisinantes. Dans chaque commune, nous avons choisi un objet archéologique ou bien un site historique et nous avons documenté. D'abord, il ne fallait pas que ce soit tous des sites préhistoriques ou bien historiques ou bien religieux. C'est pourquoi, par exemple, à Timsrit, nous avons choisi la mine de fer de Timsrit. C'est un site industriel qui occupe une place très importante dans l'histoire du mouvement national, du mouvement ouvrier et de la Kabylie. Et voilà, donc nous avons choisi donc 12 sites sur lesquels, d'abord, nous les avons documentés et nous avons réalisé, constitué des dossiers de classement parmi les biens culturels de la wilaya de Béjaïa. Vous savez, avant 2012, avant qu'il y ait ce musée-là, dans la wilaya de Béjaïa, qu'est-ce qui était classé à part? Donc, il y avait Béjaïa, il y avait Tiklat à Elcher, il y avait même pas
l'aqueduc de Touga et il y avait la Qal'at Nata Abbas. Et donc, avec ce travail sur le musée Natourlis, on a classé 12 objets archéologiques et nous avons documenté tout ça dans 2 bibliothèques. L'une, c'était la maison de jeunes d'Elfly, où jusqu'à présent, il y a l'exposition et la documentation. Et le deuxième endroit, c'est la bibliothèque de Tinebla. Voilà. Et nous avons élargi ça à un concept qu'on a appelé le musée de patrimoine et de société de la Kabylie, que nous avons soumis au ministère de la Culture et élargi donc ce concept, c'est-à-dire choisir un site par commune. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes en train, actuellement, dans le cadre d'un appel à projet de la POI de Béjaïa, nous sommes en train de faire le même travail pour la région d'Akbou. 15 communes et choix dans chaque commune d'un site archéologique ou bien un monument historique. Alors, ma dernière question, après on verra les 2 photos. Sur quelle base historique ce musée a-t-il été conçu? Et d'ailleurs, la question des sources se pose également pour l'histoire de la tribu d'Ait Warlis, etc. Tous ces sujets de l'Antiquité, etc., enfin, qui remontent. Alors, comment vous avez procédé et quelles sont vos sources, en fait? Quelles sont vos difficultés pour trouver justement des données importantes, historiques et tout? Écoutez, tous les sites qui sont présentés ici sont documentés. Vous avez par exemple à Chemini la fameuse stèle d'Azara, stèle libico-berbère, qui est très documentée. Nous avons travaillé dessus avec les archéologues Jean-Pierre Laporte, Hussein Germoun. Par exemple, pour ce qui est du mausolée Abdelrahman Ourlis, nous avons fait un colloque international où toutes les sommités mondiales étaient présentes. Comment dirais-je, à Al-Djlil, dans Al-Djlil, nous avons placé la maison du sociologue Abdelmalek Sayed. Concernant ce sociologue, il y a en France des médiathèques et des rues qui portent son nom. Et dans son village, il n'y avait aucune trace. Et donc, nous avons classé avec l'APC d'Edjbil, avec le comité de village, nous avons fait un dossier de classement. C'est une très belle maison traditionnelle kabyle, avec un koufir, avec un dainin, etc. Et il y a une deuxième partie moderne où jusqu'à présent, il y a le bureau d'Abdelmalek Sayed avec les documents lorsqu'il était à l'école normale de Bouzerère. Voilà. Donc, si vous voulez, toutes les informations qui sont présentées, vous savez, quand vous devez faire un dossier de classement, vous devez non seulement fournir donc toutes les références, mais en même temps, il y a tout le dossier technique, c'est-à-dire le plan de masse, le plan de situation, le statut juridique, etc. Un dossier, un travail colossal qui a été fait par tous nos partenaires, toutes les APC de la région de Liège ont travaillé avec nous, toutes les associations comme Ciné Plus, etc., ont tous travaillé avec nous pour pouvoir constituer ces dossiers. Alors, on va regarder, si vous permettez, cette image, non pas celle-ci, plutôt celle-là. Non, Voilà. attendez, non, on commence avec celle-ci, parce que Voilà. c'est ça, celle-ci, voilà. Alors, Voilà. racontez-nous. Alors là, vous avez, c'est le circuit musée de la basse vallée de la Soumam, où vous avez 12 sites et monuments que vous voyez ici, ce sont les images, et vous avez les itinéraires. Donc, par où que vous passiez, vous pouvez aller visiter ces sites et monuments. Donc, vous pouvez aller, par exemple, si vous venez d'Elxer,
Donc, vous pouvez commencer par les citernes de l'Ariwa sur le territoire des Ifnaïen. Ensuite, vous entrez donc à Sidi Aïch, vous allez à la bibliothèque, il y a là-bas la stèle libico-berbère de Maloussa. Ensuite, vous montez à Tinebdar, vous arrivez à Teletegout, il y a le mausolée d'Abdelrahman Aourlis. Vous pouvez continuer au centre de Tinebdar pour visiter la Zawiya, donc Sidi Moussa. Ensuite, vous allez à Vieux Marché, vous avez le buste de Mohamed Cherif Sahli, parce que en 2014, nous avons organisé un colloque national sur Mohamed Cherif Sahli, et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez l'itinéraire. Alors, on va voir rapidement l'autre image. Donc là, vous avez comment dirais-je, les images. Donc vous avez à gauche, vous avez la carte des communes, donc des Aitourlis, et à droite, vous avez la mine de fer de Timsri. En dessous, vous avez le moulin à eau d'Imerlesen, qui est le dernier moulin en activité de l'Akfadou. Vous savez que lorsque nous avons conçu le musée de l'eau de Touja, c'est là-bas, à Imerlesen, dans ce village donc, des Akmansor, que nous avons rencontré le dernier meunier en activité, d'Atayeb, et c'est lui qui nous a expliqué comment fonctionnait ce moulin. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un film documentaire où toutes les pièces de ces moulins à eau, donc vous avez bien compris, utilisation de l'eau comme source d'énergie. Toutes les pièces en langue berbère ont été documentées. Merci, professeur Jamil Rissani. Merci pour tous ces éléments historiques, sociologiques, littéraires qui mettent en lumière l'une des tribus importantes de la vallée de la Soumam et bien évidemment de l'histoire de l'Algérie parce qu'on ne peut pas l'isoler de l'Algérie. Alors, on va à présent, le temps passe vraiment, et du coup, on va passer rapidement aux questions. Alors, j'ai vu, on va les faire défiler. J'ai pas voulu les afficher parce que voilà, parce que ça perturbe un peu. Alors, on va remonter. La famille Saïdani. Alors, attendez. Rapidement. La famille, après je remonte. La famille Saïdani, quelle tribu? Merci de me répondre. Est-ce que vous savez? La famille Saïdani. Saïdani. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, les familles Saïdani, il y en a partout. La famille, regardez, la famille Aïssani, nous sommes d'El-Fly. Nous sommes d'El-Fly, on nous appelle Aïssa. Nous aussi. Mais à Tinebdar, il y a également la famille Aïssa. C'est nous. C'est la famille Axous. Alors, écoutez, le Senatus Consulte a été appliqué la première fois aux Aitouris. C'est la première fois que le Senatus Consulte a été appliqué. Ensuite, il y a eu la manière dont l'État civil français a donné des noms. Nous, à El-Fly, on s'appelle Aïssa et notre famille a été divisée en 3, Aïssani, Aïssou, Aïssat. Voilà. Donc maintenant, la famille Saïdani, d'abord, il faut savoir dans quelle région ils sont. Je sais qu'il y en a un peu partout en Algérie. Et à partir de là, donc, il faut regarder donc, comment l'état civil a été mis en place. Mais nous, par exemple, à Aïssani, il y en a partout. Quand je vous dis partout, c'est-à-dire il y en a à El-Ter, il y en a à Tichy, il y en a à Oukas, il y en a à Sokoltnin, et partout en Algérie. Et on n'a aucun lien de parenté. Oui, c'est ça. Alors, autre question affichée, il n'y a rien. Non. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner votre adresse pour consulter vos écrits? Et du coup, c'est affiché, justement, je voulais le dire tout à l'heure, GIMAB,
président de GIMAB, et vous avez le lien. Ou bien vous allez juste sur Google et vous tapez GIMAB et vous l'avez. Alors, Alors, je voudrais juste dire, allez-y, oui. c'est quoi le madrasa aussi Ah, pour, ça, c'est encore une autre question. Oui, voilà. allez-y. On va la Alors, lire. d'abord, concernant donc, tout à l'heure, vous avez parlé du CDHB, le Centre de documentation sur l'histoire de Béjaïa. Nous avons créé ce centre. Il se trouve au premier étage de la Oui. bibliothèque de lecture publique qui se trouve à côté de Radio Soumam. Ah oui, d'accord. Donc, La bibliothèque de Béjaïa. vous avez Radio Soumam à Béjaïa. À côté, il y a la bibliothèque de lecture publique. Au premier étage, il y a une exposition permanente où il y a toutes nos publications. Et vous pouvez consulter toutes nos publications en 12 langues, en version numérique et version papier. Voilà. Alors, ce qu'on appelle le Madrasa al-Warlisiya, il y a une citation d'un savant très important qui s'appelle Ibn Sa'ad al-Andalusi, qui a vécu au XVe siècle et qui donne cette citation. Béjaïa a dévancé Alger et Tlemcen par l'école de Abdelrahman al-Warlisi qui a formé tout un ensemble des oulémas. Il y a cette citation, et bien tout simplement parce que au XIVe siècle, à Béjaïa, Abdelrahman al-Warlisi était mufti et cheikh al-Jama'a, et avec d'autres, ils ont formé des dizaines de savants. D'ailleurs, l'un d'entre eux, qui s'appelle Abdelrahman al-Ta'alibi, qui est l'actuel patron d'Alger, c'est Abdelrahman al-Ta'alibi, et qui dit qu'il arrive à Béjaïa en 1400, et donc il a trouvé donc tous ces savants-là, parce que lui, quand il arrive à Béjaïa, Sidi Abdelrahman était déjà mort. Sidi Ahmed Ben Idriss également, ils étaient morts. Mais quand il parle des élèves, c'est-à-dire des professeurs de l'époque, il ne cite pas leur nom, il dit que c'était les élèves de, comment dirais-je, de Sidi Abdelrahman al-Warlisi et de Sidi Ahmed Ben Idriss. Il a donc d'ailleurs cette citation qui est très marquée, qui met en avant comme quoi il n'avait aucun contact avec les princes qu'il n'approchait pas. Leurs élèves continuèrent donc dans leur voie, Dieu les agrée. Alors, autre question. Donc, merci pour cette com. Pourriez-vous nous parler du mausolée de Sidi Ibrahim Waïssa au village d'Ilmethen dans la commune de Cheminé? Ilmethen, à Cheminé, ça existe? Je ne connais pas ce mausolée. Vous savez, Ilmethen, c'est à Cheminé? Il y a deux, oui. Il y a un village, Ilmethen, à Cheminé. Il y a Ilmethen du côté de Fnaya, mais du côté de Smaoun, il y a, comment dirais-je? D'accord, ok. Il y a un village qui s'appelle Ilmethen. Je suis allé là-bas en 2013 lorsque nous avons commémoré le 25e anniversaire de la mort du commandant Qassi. C'était nous qui avons fait la plaquette donc, de l'exposition. Et vous savez, il y a des dizaines de mausolées en Algérie, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous nous sommes intéressés uniquement aux personnages pour lesquels il y avait des traces comme quoi ils avaient réalisé des travaux scientifiques. C'est ça, voilà. Oui. Donc là, je ne connais pas Sidi Ibrahim. Alors, Mourad, bonsoir tout le monde. Donc, il nous remercie. Et je voudrais interroger M. Haïssani, que je salue, au sujet de la version qui soutient une origine grecque de l'ancêtre Warlis. S'agit-il d'une légende ou bien la version repose-t-elle sur des faits historiques? Non, cette version, à mon avis, il n'y a aucune base, il n'y a aucune source, ni orale, ni
ni orale, ni écrite. C'est-à-dire, même dans la mémoire collective, il y a, je pense, le seul qui en a parlé, c'est Cheikh el-Bahir, mais il n'y a pas de traces. Non. Alors, ça c'est Hazar Zour-Rossine, qui demande quel est le fait historique de l'occupation espagnole de Bgaïs et les Étoiles. L'occupation espagnole, donc au début du XVIe siècle, comment dirais-je, a été violente, n'est-ce pas? Ils ont détruit la ville, ils ont pillé la ville, voilà. Mais les Espagnols ne sont jamais sortis de la ville. D'ailleurs, même au niveau de la ville, ils n'ont occupé que le triangle utile entre les trois, entre la Casbah, entre Borj Moussa et Fort Abdelkader. Ils ne sont pas sortis, ils se sont confinés à l'intérieur. Et donc, ils n'avaient pas de contact avec les Étourlis et la vallée de la Souma. Voilà. Alors, autre question. Est-ce que le mausolée de Sidi Abdelrahman, situé à l'intérieur du cimetière Sidi Mohamed Mqran, donc à Béjaïa, c'est bien ça, hein? Béjaïa? Oui, oui, oui. Et oui, oui. Et celui de Sidi Abdelrahman al-Warlisi? Alors, très bonne question. Le mausolée de Sidi Abdelrahman al-Warlisi, c'est celui de Tel Efegouz. C'est celui-là. Il y a à Béjaïa les vestiges de la Zawiya de Sidi Abdelrahman al-Warlisi, qui est lié au même personnage. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est surtout ces questions. Il y a eu beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de participation et c'est très très bien. Je suis très contente que cette émission ait eu de l'intérêt, en tous les cas chez les internautes et chez les internautes. Voilà. Alors, l'émission arrive à sa fin. Moi, je voudrais d'abord remercier, mais alors je vous remercie beaucoup, professeur Jamil Issani, mais je pense que c'est la deuxième fois qu'on se voit et je pense qu'on se reverra encore parce qu'il y a beaucoup de sujets très intéressants. Je m'intéresse à l'histoire et je pense qu'il y a beaucoup de personnes également qui s'intéressent à l'histoire. Et je voudrais, oui, est-ce que vous avez un mot de la fin de l'émission? En tous les cas, on vous écoute, professeur Issani. Oui, je voudrais dire que pendant peut-être bon, je vous ai dit au début que je suis originaire des Étourlis, mais le travail, pourquoi est-ce que nous avons fait ce travail? C'est parce qu'en 1997, quand nous avons organisé un grand colloque international sur Béjaïa, le président du comité de village est venu justement de Tel Efegout, est venu nous poser la question qui est Abdelrahman al-Warlisi. Voilà. Oui. C'est bien après que quand nous avons commencé, quand nous avons exploité Afnir Cheikh Mouhoub, c'est-à-dire la bibliothèque savante de manuscrits de Cheikh Mouhoub, que l'on avait découvert dans un village qui s'appelle Tala Ouzrar, dans la commune de Ain el-Gresh, dans la wilaya de Sétif, nous avons découvert dans cette bibliothèque un manuscrit d'El-Warlisi, son fameux traité El-Warlisi. Et c'est là qu'on a commencé à travailler, qu'on a compris, qu'on a fait un travail pour l'éditer et qu'on s'est rendu compte de la dimension du personnage. Hein, il faut savoir que ce livre a été commenté par Cheikh Snoussi, qui est l'un des savants les plus célèbres de Tlemcen. Mm-hmm. Et voilà, donc nous avons commencé à travailler sur ce truc-là. Ça a demandé des années. En 2015, le président de l'APC de Tinebdar, qui à l'époque donc accordait une grande importance à Abdelrahman al-Warlisi, a organisé un festival
qu'on a appelé le festival de Tinebdar, le festival à Orlis, de 4 jours, où il y a eu tout un ensemble donc, d'expositions, d'artistes, de scientifiques, d'économistes, des débats très importants. Et il y a eu des circuits touristiques, il y a eu bien sûr des concerts, il y a eu vraiment un festival très, très réussi qui prouvait que dans des régions isolées, on puisse faire des choses extraordinaires. Voilà. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous dans cette région. Tout à l'heure, j'ai vu passer le nom de Mourad Aziri, avec qui, donc, qui est de Sidi Haj Seyin et qui a joué un rôle important dans la mise en place donc, de la stèle libico-berbère d'Azarar. Et voilà, tous nos amis de toutes ces communes avec qui nous avons travaillé pour faire ce travail extraordinaire, qui est aujourd'hui répertorié parce qu'il est reconnu par le ministère de la Culture. Et tous ces sites et monuments sont aujourd'hui classés, ils font partie des biens culturels de la wilaya de Béjaïa et de l'Algérie. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais que les gens prennent conscience du problème actuel. En parlant des zaouïas, de la Kabylie, la plupart donc ont été des zaouïas prestigieuses. La plupart donc ont été fermées pendant la guerre parce que donc les moudahidines se réfugiaient dans ces zaouïas, donc elles ont été opprimées. Et le problème, c'est que ces dernières années, il n'y a plus de talva dans les zaouïas. À Sidi Moussa, je pense qu'il en reste 5 ou 6. Je les ai vus cet été. Il n'y en a pas beaucoup, alors qu'avant. Bon. Et le problème, il est à quel niveau? C'est qu'aujourd'hui, la Kabylie, elle a un grand problème. Il n'y a plus de personnes capables de prendre en charge les préoccupations quotidiennes de la population. C'est-à-dire que les imams aujourd'hui qui sont désignés pour être en poste dans la région d'Aourlis, par exemple, ou ailleurs, ce sont des imams qui sont formés par l'université, c'est-à-dire l'université de Constantine, l'université islamique de Constantine, ou bien l'université Bouzaléa, et ils n'ont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas conscience de ce qu'est les traditions de la région. Locale. À ce qui se passait lorsque comment dirais-je, les imams étaient formés par les zaouïas. Alors, on a fait une erreur de ne pas standardiser les programmes pédagogiques. J'en avais parlé au ministre Rolam Allah qui était venu nous voir à un moment donné. Il m'avait dit oui, mais vous savez, au niveau des zaouïas, ce qui est important, c'est la liberté. Mais le problème, d'abord, c'est qu'on n'a pas modernisé les institutions. C'est-à-dire que quand vous faites venir des talbas, il faut leur donner les conditions. Je me souviens une fois, je discutais avec Cheikh Bouaziz de Aïterzine, qui avait fait ses études à la Zawiya de Tagras. Il m'a dit, Mskin, il m'a dit, Noloz, on avait faim et un jour il s'est sauvé. On ne pouvait plus. C'est terrible. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas modernisé ces institutions pour permettre aux Talibans d'avoir des conditions d'abord de vie décente, avec un espace correct. Je me souviens la première fois que j'ai été à la Zawiya de Sidi El-Hajj Hassini. À l'époque, c'était mon ami Cheikh Wali Sibri, ils avaient 40 talbas. Et quand je suis parti voir le dortoir, là où ils dormaient, les lits étaient côte à côte. Et il y avait un problème d'humidité. On ne peut plus former aujourd'hui des imams dans ce type de conditions. Et en plus, il faut des
il faut une documentation, il faut des ordinateurs, il faut Internet, il faut voilà. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, les talvas ne viennent plus. Pourquoi? Parce que dans d'autres régions, là d'où venaient ces talvas, par exemple du côté de Sétif ou ailleurs, il y a là-bas des muhsinines qui ont créé des écoles coraniques là-bas avec de meilleures conditions de, de vie et ils prennent en charge de manière correcte les professeurs et voilà. Merci beaucoup, professeur Jamil Haïsani. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci encore à notre invité on a vraiment dépassé l'heure, bientôt 2 heures, en tous les cas, très très intéressant. Merci à vous, chers internautes, d'avoir alimenté cette émission avec vos commentaires, avec vos questions. Et je vous dis bonne soirée et à la prochaine émission. Allez, au revoir. Au revoir.